réfléchir avant d'agir que regretter après avoir agi. Nous allons nous pencher sur la question « Devons-nous réfléchir avant d'agir ?» Oui, c'est important, car la réflexion nous aide à bien planifier et mesurer les gains et les pertes avant de prendre une décision ou de faire un pas en avant. Les statistiques nous montrent que la plupart des bonnes décisions sont le résultat de bonnes réflexions. Nous pouvons prendre des exemples sur les juges qui doivent prendre un certain temps pour réfléchir au jugement qu'ils vont donner à l'accusé lors des procès. Si le temps ne serait pas suffisant s'ils ne prendraient pas un temps suffisant pour réfléchir, leur décision serait peut-être décidée comme ça au premier regard, et ça donnerait peut-être des condamnations totalement qui ne sont pas injustes avec les actes qu'ils ont commis. La réflexion avant d'agir, ça peut éviter également les erreurs qu'on aurait pu commettre si on n'aurait pas réfléchi. Une décision, une fois qu'elle est prise, on ne peut pas revenir en arrière. Alors que si on réfléchit, on peut revenir sur ce qu'on a réfléchi avant que la décision soit prise. On peut prendre aussi une autre anecdote qui s'appelle le projet Isabella. Ça s'est passé aux îles Galapagos dans les années 1800 à peu près. Il s'avère qu'il y avait pas mal de baleiniers sur cette île et ils avaient ramené des chèvres pour pouvoir manger. Sauf que les chèvres, ils n'ont pas réfléchi, ils les ont laissés en liberté. Donc, ce qui a posé un peu de problème, hein, de laisser des chèvres en liberté. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il n'y avait qu'une trentaine de chèvres, mais quelques années après, il y en avait 250 000 de chèvres. Et les chèvres, ils ont causé une catastrophe pour la faune et la flore de l'île, en fait. Donc, et la décision qui a été prise pour régler ce problème, c'est de tuer les chèvres qui envahissaient l'île. On peut voir que si l'action, si avant d'agir, ils auraient réfléchi un peu, ils auraient trouvé une autre solution pour pas que les chèvres s'échappent comme ça. Parce que là, ça amenait à devoir tuer tous les chèvres, de ne pas avoir réfléchi. Ces exemples nous montrent donc l'importance de réfléchir avant d'agir. Pour moi, oui, il faut réfléchir, mais faut-il encore savoir bien réfléchir ? Il était une fois un jeune couple, heureux d'avoir passé une merveilleuse nuit, après avoir levé une rude bataille chevauchant les mines, les torpilles, la haine, la douleur, volupté, sur l'air de Valkyrie. Voici la matinée tombée.
dans une chambre située en pleine campagne, dans la vue donnée sur un grand lac. La température était bonne, les coqs mâles braillaient un air afin de séduire les poules. L'illumination gagne les hauteurs du ciel, et le bleu régnait avec toute sa délicate transparence, et caresse la fenêtre et réveille notre mâle. En position cuillère, il posa sa main sur sa bien-aimée, tenta de la réveiller avec un doux baiser. Hélas, cette dernière ne réagissait guère. L'homme, étonné, jeta un coup d'œil, et il fut surpris lorsqu'il réalisa que sa bien-aimée avait fait une crise. Et c'est alors qu'il contacta directement le SAMU, et il lui sera annoncé que sa chère et tendre bien-aimée était un humanoïde, une espèce de machine capable d'interagir, dotée d'une intelligence semblable à celle d'un humain. L'homme, confus, troublé à l'idée d'avoir vécu pendant toutes ces années avec une machine capable de reproduire les gestes d'un humain et dotée des neurones et d'une parfaite conscience, il ne s'en remettra jamais. Eh bien, mesdames et messieurs le jury, et cher public, ceci est une dystopie, un fantasme qui pousse certaines personnes à croire que l'IA sera égale ou supérieure aux hommes. Selon une étude, 39% des hommes ou des femmes se verraient avoir une relation sexuelle avec une IA. Eh bien, et vous? Nous allons faire un petit sondage. Est-ce que vous verrez un jour avoir une relation sexuelle avec une IA? Faire la main levée. Ma foi, me voilà abasourdi, choqué de constater dans cet amphithéâtre qu'il y ait des hommes vierges envisageant un avenir avec une machine. D'autant plus que les femmes sont dotées d'un ego surdimensionné, capricieuses, et que parfois elles ne respectent pas leur poste, car je le dis et le redirai, la place de la femme, c'est à la cuisine. L'intelligence est une faculté de compréhension. C'est le fait d'avoir une qualité de l'esprit à comprendre facilement quelque chose de difficile. L'artificiel est une chose produite par l'homme. L'intelligence artificielle renvoie à des ordinateurs programmés pour imiter le comportement humain. Comme l'IA, on peut prendre l'exemple de Google Assistant ou encore Siri. Je vais poser une petite question à mon assistant vocal. Dis Siri, combien font 0 divisé par 0? Imaginez que vous avez 0 biscuits et que vous les partagez à part égale entre 0 amis. Combien de biscuits ont chacun de vos amis? Vous voyez, ce n'est pas logique. Eh bien, la réponse que vient de me donner Siri est une réponse humaine. C'est-à-dire que l'IA apporte une intelligence préalablement programmée, stockée dans des bases de données. Cette intelligence n'est toutefois incapable de restituer un élément par ses propres compétences. De ce fait, on remarque beaucoup d'intelligence humaine. On peut prendre aussi l'exemple de Deep Blue en 1985, qui avait battu Kasparov. Deep Blue, qui est un super ordinateur d'IBM, et grâce à ses 200 millions de coups par seconde, était capable de vaincre le champion du monde des échecs. Force est de constater qu'il aura inévitablement besoin d'une assistance humaine afin de pouvoir analyser, étudier ou encore synthétiser. Et elle est strictement incapable de le faire par elle-même. Cela nous amène à nous poser la question suivante. Une IA peut-elle avoir une conscience? Eh bien, pourquoi pas nous lui reposer la question? Dis Siri, es-tu conscient? Disons que j'ai une grande conscience professionnelle. Eh bien, ce n'est pas la réponse dont je m'attendais de Siri. On va continuer. Vous voyez, les résultats sont sans surprise. De nos jours, une IA est incapable, elle n'a ni la capacité intuitive, ni la capacité réflexive immédiate, concernant son existence ou encore l'existence du monde qui l'entoure. La même conscience qui permet d'avoir le libre arbitre et de faire le bon choix au moment opportun, choix qui aura inévitablement un impact dans l'avenir. De plus, elle ne peut non plus exprimer ses émotions. Mais comment parler d'avenir à une IA immortelle? Une IA qui ne vit pas avec la possibilité de mourir ne pourra jamais être réellement consciente
Et est-ce qu'un algorithme mathématique peut recréer cette conscience humaine? Selon vous, une machine peut-elle prendre des meilleures décisions qu'un être humain ou avoir une éthique? Eh bien, je ne pense pas. Mais si dans un avenir lointain, les robots sont dotés d'une forme de conscience artificielle, moins sot que certains hommes d'État, dont je ne citerai pas le nom, Zemmour, peut-être la vie sera meilleure. Mais comment parler de perfection lorsqu'on sait que les machines sont conçues par des hommes remplis de défauts, d'ambiguïté, qui vivent le jour au jour, cherchant sa raison de vivre, se tournant vers des croyances construisant de Tours à Babel pour se rapprocher de Dieu, et se faisant la guerre pour un rapprochement de l'Ukraine vers l'OTAN. Si l'IA avait seulement cette faculté de pouvoir prendre les bonnes décisions, je dirais oui, l'IA prendra le pouvoir. Mais n'est-ce pas les erreurs de la vie que font de nous, les êtres humains, des hommes parfaits ou supérieurs à l'IA? Et on n'apprend rien de la vie lorsque tout est parfait. Eh bien, mesdames et messieurs, chers publics et chers jurys, c'était Malumba Seya qui venait défendre sa thèse. Merci de m'avoir écouté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que ça va. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait bouger le monde, qui fait émouvoir les foules. Ce n'est pas l'amour, c'est l'argent. L'argent, c'est important, surtout pour quelqu'un comme moi, étudiant fauché, futur diplômé. Quand je vais gagner ma pitaille, je me le demande encore. On a tous cherché un travail, je pose des CV toutes les semaines, vous pouvez chercher, chez Cora ils recrutent, mais par contre les étudiants, vous n'avez pas les horaires nécessaires. Je me demande. Donc aujourd'hui, je tiens à vous prouver que l'argent fait le bonheur, dans un sens comme dans l'autre. On a tous besoin d'argent dans la vie. Vous avez tous besoin d'argent, ne serait-ce que pour payer votre loyer, ce que vous voulez manger. Vous voulez manger à McDo ce midi. C'est 25 € le menu. En tout cas, pour au moins 2 personnes. Parce que vous ramènerez forcément vos amis, votre famille, votre copine, votre copain, au choix. Vous avez totalement le choix. L'argent nous aide à faire le bonheur, simplement parce que sans argent, on n'a pas de possession matérielle. Mais aujourd'hui, sans possession matérielle, ça devient compliqué d'exister. Nous n'existons pas sans possession matérielle. Les seules personnes qui existent actuellement sans possession matérielle, ce sont les écrivains d'autrefois, les auteurs, les philosophes, les gens morts. Ah oui, l'argent, vous en avez besoin de votre vivant, pas après votre mort. En tout cas, vous pouvez en avoir l'utilité après votre mort si vous voulez faire gagner un peu de pitance à votre descendance. Tout dépend si vos parents vous apprécient. C'est pas le cas de tout le monde. Je rappelle, nous sommes toujours jeunes étudiants, fauchés, vous êtes futurs diplômés, un diplôme qui souvent compte dans le vent, même si ça paraît important, on acquiert des compétences. Excusez-moi, je sèche plus vite que je parle. Aujourd'hui, on acquiert des compétences qui nous serviront sûrement dans un métier futur qui ne recrutera pas forcément dans le futur. Après, on est en sciences et technologies, en tout cas pour moi. Donc la technologie est un métier d'avenir quand même. Mais bon, dans 15 ans, qu'est-ce qui n'existera plus? Je ne me fais pas de soucis pour ça. Je me fais quand même du souci pour tous ces salariés qui vont se retrouver sans argent, sans pitance, et Macron qui veut changer le RSA. Vous allez devoir faire 20 heures de travail par semaine pour toucher le RSA, alors que vous ne trouvez pas de travail. Tout à fait. Il a totalement raison, ce monsieur. Votez pour lui. C'est pas vrai. Vous avez chacun votre opinion politique. Donc, pour moi, l'argent fait le bonheur, dans un sens, parce que sans possession matérielle, je vous rappelle, vous êtes sous les ponts. Même sous les ponts, vous n'allez pas vivre sans argent, parce que vous allez devoir vous payer quand même à manger le midi. Vous avez quand même faim, même si vous mangez une fois par semaine, ça paraît compliqué. On n'est quand même pas dans un pays africain. Faut pas déconner. Je m'excuse de mon vocabulaire. Tout va bien. Donc, aujourd'hui, le bonheur, malheureusement, c'est quelque chose de très facultatif. On en vit aujourd'hui dans un monde où l'argent est aussi important que des émotions comme l'amour, comme l'amitié, qui normalement embrassent les gens ensemble.
c'est aussi quelque chose qui fait bouger le monde, malheureusement. Je rappelle qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, vous n'existez pas. Même si on peut se demander le contraire. Pensez-vous des fois à tous ces SDF qui vivent sous les ponts? Au moins une fois, par jour, par semaine, par mois, par an? Non, je pense pas. Peut-être si vous en croisez un dans la rue, avec un peu de chance, vous lui donnerez une pièce. Mais lui, ça lui fera toute sa journée, il pourra s'acheter du pain, vivre. Et son bonheur à lui, ce sera de pouvoir manger. Donc il a besoin d'argent pour pouvoir manger. Donc il a besoin d'argent pour son bonheur. Même si l'argent ne fait pas un bonheur direct, il y contribue grandement. On a tous déjà entendu cet adage, je préfère pleurer dans une Ferrari que rire sur un vélo. Même si pour beaucoup il sera faux, il reste certainement vrai. Vous préférez sûrement posséder un vélo que rien du tout. Ou posséder même une baguette que rien du tout. Vous avez faim, vous voulez exister. Sans argent, aujourd'hui, vous n'irez pas loin dans la vie. C'est compliqué. Aujourd'hui, une entreprise ne vous recrutera pas, sans expérience. Mais pour avoir des expériences, il faut travailler. Souvent, il faut faire des stages. Les stages ne sont pas rémunérés, bien sûr. Comment vous allez vous loger pour faire un stage? C'est compliqué. Je laisse méditer sur la question. Pour moi, l'argent fait le bonheur, vous en avez besoin. Merci beaucoup. Dans l'inconscience collective, les pierres sont particulièrement des éléments solides. Ce n'est pas un hasard si nous utilisons l'expression avoir un cœur de pierre, car il est pour nous impossible d'imaginer une pierre comme étant un élément fragile. Et pourtant, certaines pierres sont bien fragiles et peuvent se briser pour pas grand-chose. Nous connaissons tous quelqu'un qui a l'air différent des autres. Solitaire et refermé sur lui-même, son cœur a l'air si dur qu'on a le sentiment que rien ne pourrait l'atteindre. On a l'impression même que les émotions glissent sur lui sans jamais vraiment parvenir à le toucher. Se refermer sur soi est un mécanisme chez l'être humain. On se protège et on s'isole contre les attitudes ou les remarques des autres. Mais le problème, c'est que l'individu au cœur de pierre est bien plus sombre et mélancolique qu'on ne le pense. Il n'est pas épanoui et il n'est pas acteur de sa vie. Il passe beaucoup plus de temps à analyser les situations plutôt que de les vivre et ainsi profiter de l'instant présent. Ce qui fait de lui un spectateur, un observateur. Mais il renferme bien des mystères. Derrière ses yeux qui d'apparence ne pleurent jamais et sa bouche impassible, vous pensez le connaître. Eh bien, ce n'est sûrement pas le cas, car savez-vous vraiment ce qui se cache derrière tout ça? En réalité, personne n'est né cœur de pierre. S'il est devenu comme ça, c'est sûrement qu'à partir d'un événement traumatisant, au cours de sa vie, il a pensé que se construire une carapace serait pour lui plus facile. Et effectivement, construire cette armure dans le but de se forger et d'atténuer la douleur afin de se sentir immunisé contre ce qui pourrait le blesser. Hélas, c'est bien tout le contraire qui se produit. Comme le dit la loi de Murphy, tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. En quelque sorte, plus tu as peur de quelque chose, plus cette chose a de chances d'arriver. Finalement, on s'isole et on se fait du mal à soi-même. Ensuite, il y a cette question de faiblesse, qu'elle soit extérieure ou intérieure, voire même les deux. La faiblesse est vue comme un antagoniste pour le cœur de pierre. Il ne pense pas la connaître, du moins il fait tout pour ne pas la laisser paraître, en allant même jusqu'à se convaincre lui-même alors qu'il se peut s'y confronter. Mais bon, un mensonge répété ne deviendra jamais vérité. Car en effet, la personne au cœur de glace a peur, très peur de montrer ses émotions et d'affronter celles des autres. Lui qui est si souvent perfectionniste, lui qui est si souvent scrupuleux, lui qui souhaite toujours bien faire les choses et n'admet donc pas facilement qu'il a tort, c'est pour ces raisons qu'il pense qu'exprimer ce qu'il ressent est une erreur et inutile. Être froid et insociable est donc sa seule solution pour que cette faible estime de soi ne se voit pas. Ce soir, mesdames et messieurs, mesdames les jurys, messieurs les jurys, j'aimerais vous parler à cœur ouvert. Cette personne que depuis tout à l'heure j'évoque, que j'expose, que je décris devant vous, eh bien c'est moi. Je ne me considère pas totalement comme une personne au cœur de pierre, mais c'est tel qu'on me décrit. L'homme calme, sans souci, impossible à énerver, c'est peut-être dans ma nature d'être, je ne sais pas. Comme 30% dans le monde, ma personnalité penche plutôt vers l'introverti. Pas dû à mon signe astrologique, ni à mon horoscope du jour, mais par le simple fait que je me suis habitué à me retrouver tout seul, à me parler tout seul, à m'aimer tout seul, car l'amour n'a jamais été mon point fort. Mais avant de trouver l'amour, j'ai d'abord cherché la fraternisation, une amitié sans trahison, un proche qui ne deviendrait pas un étranger dans un futur proche. Car j'ai côtoyé des gens qui me parlaient d'amitié mais qui n'avaient du tout pas la même valeur que moi. Aristote dit un jour, celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été.
Ce fut ma première rupture amicale, et c'est à partir de cela que cette pierre est devenue la base solide sur laquelle j'ai construit ma vie. Dans un monde survolté, où vous trouverez des ingrats même en partageant, où ces mêmes gens vous accuseront d'être faux si vous n'êtes pas autant agité qu'eux, dans un monde où leur tendre la main serait pour finir amputé. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que j'ai le cœur plus léger quand il est de pierre. Puis je l'ai rencontré, au moment où l'être humain me dégoûtait le plus. Après des années de lutte contre moi-même, j'ai accepté le fait que j'étais capable d'aimer, que j'étais capable d'être aimé. Et je pense que tout le monde est d'accord ici pour dire qu'il n'y a rien de plus beau et de plus fort que l'amour, mais rien de plus moche et détestable que la tromperie. Puisque mon cœur ne s'est pas uniquement brisé, mais s'est déchiré, disloqué, éclaté, cassé. Je pensais même qu'il a failli s'arrêter. De toute manière, quoi que nous fassions, notre vie est un combat et une suite de crises. Toute crise est là pour nous attendrir alors que nous cherchons à nous endurcir. Pour nous ouvrir aux autres alors que nous cherchons à nous renfermer sur nous-mêmes. Pour nous désarmer alors que nous cherchons à nous défendre et à nous protéger. Pour nous mettre à nu alors que nous aimons porter des masques et des beaux vêtements. Néanmoins, pour acquérir la maturité humaine, nos masques doivent tomber et nos blindages doivent se briser. Et l'amour est à ce prix. Et il faut bien du temps que nos cœurs de pierre deviennent doucement des cœurs de chair. Je possède toujours mon cœur, c'est juste qu'il est mal irrigué. Et je me dis qu'il existe toujours pire douleur, alors tout d'un coup mon malheur devient bonheur. Et si un jour une personne vous reproche votre cœur de pierre, précisez-leur qu'il s'agit d'une pierre précieuse. Merci. Que voulez-vous faire plus tard? Sûrement quelque chose que vous aimez? Quelque chose pour lequel vous voudriez travailler? Qu'est-ce qu'il vous faut pour travailler? De la motivation? Quelle motivation? Celle de l'argent qui achète ou celle de la passion qui construit? Celle du pouvoir qui dirige ou celle de la passion qui conduit? La motivation viendra d'autant plus simplement si elle est pleinement consentie par un grand désir assumé. La passion. La passion est liée au développement personnel et conscient. Il existe deux types de passion, la passion innée et la passion développée. La passion innée se caractérise par des aspirations prédéfinies. Quant à la passion développée, elle se caractérise par l'expression de son libre arbitre dans notre environnement et évolue avec notre éducation et notre milieu d'appartenance. Pour exemple, s'il y a 6 décennies de cela, les parents de Vladimir avaient offert aux petits un train électrique, peut-être aurions-nous connu un chef de gare au lieu d'un chef de guerre. Quoi qu'il en soit, la passion génère en nous une force supplémentaire qui nous pousse à faire. Elle se décrit comme une certaine violence de l'asservissement à la folie, avec entre deux des sentiments comme l'amour, le simple goût et le désir. Balzac, le plus prolifique du XIXe siècle, disait « Je vis sous le joug du plus dur des despotismes, celui qu'on se fait à soi-même. Il n'existe pas de grand talent sans une grande volonté. Ces deux forces jumelles sont nécessaires à la construction de l'immense édifice d'une gloire. Les hommes d'élite maintiennent leur cerveau dans les conditions de la production, comme jadis un preux avait ses armes toujours en état. De la passion à la folie, il n'y a malheureusement qu'un pas. C'est comment aller vers l'excellence sans la grande motivation de la passion. Comment braver tous les jours la douleur pour espérer voir s'afficher au bout d'une ligne droite du 100 mètres 9 secondes 58. Envie, impatience et transcendance sont les enfants des passions. Mozart ne s'est pas arrêté après sa symphonie numéro 40. Un pianiste, Charles Rosen, a d'ailleurs dit à son propos « C'est un travail de passion, de violence et de douleur. » Nous avons tous fait la connaissance de quelqu'un qui a fait des grandes études, avait un beau métier, un salaire plus qu'honorable, et qui du jour au lendemain a décidé de laisser une passion, une envie refoulée depuis trop longtemps, donner un sens à sa vie. La passion se définit comme un sentiment de liberté, de créativité, d'autonomie et d'engagement. La passion nous apparaît plus comme un besoin que comme une contrainte. Quand nous l'exerçons en tant que travail, nous ne travaillons pas pour gagner de quoi vivre. Nous voulons le vivre. Nous sommes soumis à cette passion. Nous faisons preuve d'avidité. D'ailleurs, est-ce bien de travail dont on parle ici? Ou peut-être faudrait-il revenir à un mot plus ancien, la tâche, et entendre avec elle la mission et les rôles à assumer? Ne trouvez-vous donc pas qu'elle est sublime, cette énergie qui pousse la personne presque malgré elle à toujours aller au plus loin
dans sa soif d'aimer, de comprendre, de réaliser. Confucius disait « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Le travailleur passionné n'a pas le sentiment du labeur. Il se dirige volontaire vers l'excellence de sa réalisation. Cette excellence donne la qualité. Mais me diriez-vous, Balzac est mort sur sa table d'écriture, certes. Mais il est aussi mort d'ennui dans les relations mondaines si elles n'étaient pas frivoles. Vous ajouteriez, et la fin de Mozart? Oui, Mozart. Il y a aussi Van Gogh, Edgar Poe, Beethoven, Honnet. Une vie sans fortune ni confort. J'ajouterai enfin Spinoza. Abandonné des siens, son seul moyen de subsistance, le polissage de la lentille de verre. Il mourut sans jamais connaître l'impact de son message philosophique sur les générations futures. Sa passion était d'éclairer l'homme, de donner la sagesse. Il est mort pauvre et invisible du monde. Et alors, tout cela, inconnu ou inconnu, n'ont pas traversé leur vie en osant y toucher. Ils étaient complets à leur façon. Vivre de sa passion n'est pas une utopie. Nous vivons dans un monde construit dans les illusions passionnées de nos ancêtres, sachant en être les témoins, les passeurs et les vivants réalisateurs. Vivons passionnément. Eh bien, bonjour tout le monde, ou alors bonsoir. Mon sujet dont je vais vous parler aujourd'hui est une question toute simple. Les sportifs professionnels gagnent-ils trop d'argent? Quand j'ai lu ça, la première question que je me suis posée, c'est quoi trop d'argent? 1 million, 30 millions, 40, 50 millions? Et de qui parle-t-on exactement? Du football, du hockey sur glace? La vérité est qu'il y a autant de sports qu'il y a de personnes qui pratiquent ce sport. Par exemple, quelqu'un peut se dévouer à jouer au tennis toute sa vie, sans pour autant être connu du grand public, ou gagner ne serait-ce qu'un peu d'argent pour faire vivre sa famille. Vous avez 7 ans, vous vivez dans une petite ville, à la campagne peut-être, et vos amis et vous vous dites « Plus tard, je serai footballeur professionnel. » Ah, merveilleux! Mais les années passent, vous avez 15 ans, et vous vous dites « J'arrête, je vais me consacrer à des études, ou je ne sais pas, à une autre passion. » Après, vous avez 30 ans, la vie a passé, vous avez une famille, et là vous vous dites « Ah mais, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je n'ai pas continué sur quelque chose que j'aimais? » Qui d'entre vous a une passion? Vous pouvez lever la main. Musique, sport, n'importe. Si vous avez une passion, vous comprendrez que vous ne pouvez exceller dans votre domaine qu'en y passant peut-être minimum 1 heure par jour, voire 2, voire 3, dans le meilleur des cas. Et quand vous passez 3 heures par jour à pratiquer ce que vous aimez, vous n'avez plus le temps pour le reste. Combien de sportifs connus connaissons-nous le nom aujourd'hui? Assez peu finalement. Alors vous allez me dire oui, Ronaldo, Neymar, pour ce qui est du foot, par exemple. Ou alors, je ne sais pas, Federer, Poulidor, il y a quelques années. La vérité, c'est que beaucoup de gens se disent
Pourquoi continuerais-je à faire du sport, ou n'importe quoi, de la musique, ou de la photographie, peu importe, alors que je peux travailler, avoir un salaire, également assez peu. Sachant ça, quand vous décidez de vous mettre à faire une activité, vous pouvez être très facilement découragé. C'est pourquoi, à mon sens, les sportifs professionnels gagnent-ils trop d'argent ne s'applique pas à tous les sportifs, seulement à une poignée d'entre eux. Et trop d'argent, là encore, c'est à nuancer, car mettons que vous ayez réussi à faire partie, je ne sais pas, des 10 ou des 20 meilleurs sportifs au monde, dans votre discipline. Alors, vous avez dû faire des sacrifices pour y arriver. Vous n'avez probablement pas fait d'études, vous avez occulté tout le reste, et vous ne pouvez pas faire ce sport toute votre vie, parce que d'autres gens, plus jeunes que vous, viennent et prennent votre place. Ou alors, parce que la vie a passé, encore une fois, et que vous avez d'autres choses à faire. Et c'est là où est le problème. Quand nous voyons un sportif professionnel qui gagne plus que vous n'en gagnerez jamais dans votre vie, nous ne tenons pas en compte de deux choses. La première d'entre elles est que ces personnes-là, pour la plupart, ne pourront plus travailler par la suite. Car, malheureusement, leur nom est déjà connu, elles n'ont pas d'autre formation, et à partir de là, leur rente ne peut pas forcément durer toute la vie. Il y a des taxes, il y a ce genre de choses. Et la deuxième chose, c'est que si vous êtes sportif professionnel pendant trop longtemps, vous vous dégoûterez probablement de votre discipline. Mais ce n'est pas forcément une raison pour arrêter. Si vous avez une passion, vous devez continuer, être le meilleur, et surtout, surtout, aimer ce que vous faites. Merci. Mon frère me dit souvent, et si on achetait cet objet sur Internet? Je lui réponds du coup par la suite, mais tu sais vraiment ce qu'il contient? Est-ce que tu vas te faire remarquer? Vous êtes probablement tous déjà achetés sur Internet. Moi-même, on est tous fainéants. Pourquoi pas directement se déplacer? Parce que le shopping sur Internet s'est développé suite au shopping, mais a entraîné beaucoup de dégradation, par exemple sur le chômage ou autre. Donc on va faire une petite mise en scène. Imaginez-vous, vous allez monter une entreprise, par exemple de vêtements, pour les personnes qui a litige. Donc, suite à ça, vous allez avoir beaucoup de mal au début à réussir à monter votre entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce que on va dire, ça va avoir un coût énorme. Peut-être que votre entreprise va tenir 2 ans au grand maximum grâce aux aides. Après, vous n'avez plus d'aide. Les pubs ont un énorme coût, seulement pour les grandes entreprises. Malheureusement, vous n'avez pas l'argent pour faire les grandes entreprises ou encore les publicités. Faire un site internet, ça coûte extrêmement cher, pareil. Ou encore faire un drive ou encore du click and collect qui coûte très très cher. Par exemple, on va prendre un exemple simple, 90% des objets importés pour faire du shopping en ligne vient par exemple de Chine ou encore des États-Unis, ce qui a un coût énormément en pollution. Et du coup, la France gagne peu d'argent sur ces objets, ou encore le prix augmente. Même si vous pouvez penser que le prix des objets sur Internet est beaucoup moins cher, au final, ça rapporte peu d'argent à la France et du coup, peut rapporter peu, tout simplement. J'ai un ami, il achète souvent sur Uber Eats. C'est pour simplement manger, je pense que tout le monde connaît ici. Ce site-là, d'accord, c'est bien, vous êtes fainéant, vous commandez à manger, ça arrive directement chez vous. Mais la plupart du temps, c'est froid. C'est peut-être pas forcément une commande, vous aimez du temps. Pourquoi pas tout simplement se déplacer pour aller directement manger, ce qui peut être meilleur, chaud, et du coup qui vous coûtera peut-être moins cher via les promotions. Vous avez aussi, par exemple, vous avez un magasin, un vendeur qui vous conseille. Ce vendeur vous permet par exemple d'être mieux conseillé. Par exemple, au rayon peinture, il peut vous conseiller sur sa qualité, sa couleur, ou encore plein d'autres systèmes qui peuvent l'aider. Pour conclure, nous allons conclure sur
l'argent du shopping en ligne n'est pas forcément pour la France, mais surtout pour les autres. Je vous conseille fortement, c'est d'acheter localement dans les petits magasins près de chez vous pour les aider. Et surtout, n'hésitez pas à acheter directement localement. Merci. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, cher public, chers orateurs, bonsoir. Je vais vous parler d'histoire. Alors pourquoi l'histoire? Je vais vous parler de la vente de la Louisiane par l'État français à l'État des États-Unis d'Amérique. La bataille de Waterloo et la défaite de Napoléon. La mondialisation. On pourrait se poser de ces événements historiques et actuels qu'ils pourraient être la cause d'une obligation d'apprendre l'anglais. Je vous parle d'un sujet où l'idée politique et où la politique française se perd, se noie. Elle s'égare dans une fameuse affirmation « Il faut apprendre l'anglais dès l'école maternelle ». Alors, dès que j'ai vu cette affirmation, je me suis dit, allons sur Internet. Je suis allé sur Internet, je cherche beaucoup de recherches scientifiques, énormément. Le verdict est le même. Apprendre l'anglais plus petit, c'est mieux. Mais pourquoi? Alors on cherche et on trouve. On trouve que l'oreille est particulièrement développée chez le nouveau-né et que son larynx n'est pas développé, il est en cours de formation. Ce qui lui donne l'amable capacité de pouvoir donner des intonations de langue étrangère et d'apprendre tous les groupes grammaticaux et grammaticaux de toutes les langues. Alors, pourquoi apprendre l'anglais? On pourrait leur faire apprendre l'allemand ou le suédois. Eh bien, l'anglais, c'est la langue de la mondialisation. Et je vais vous poser une question. Pensez-vous que vos ancêtres auraient aimé être dans une génération à majorité de bilingues? Alors pourquoi cette question? C'est tout simple. Je vous réponds, oui, ils auraient aimé. La Seconde Guerre mondiale en outre. Alors la Seconde Guerre mondiale, elle aurait pu peut-être se passer autrement si jamais nos ancêtres, vos ancêtres, auraient parlé l'anglais. Peut-être qu'ils auraient dénoncé des camps allemands. Et la communication, la vraie communication, pas la communication verbale, mais la communication de langue, aurait peut-être amélioré et écourté la durée de la guerre. Alors maintenant, je vais vous poser exactement la même question, mais plus personnellement. Pensez-vous que vos enfants aient besoin, dans un futur proche, d'apprendre l'anglais dans les conditions géopolitiques actuelles? Je vous laisse faire votre réponse. Eh bien, une autre langue pourrait être un problème. On fait apprendre à des enfants l'alphabet, compter et l'anglais. Ça pourrait peut-être empêcher le développement ou même jouer sur le développement de l'enfant. Eh bien, c'est tout autre. Un enfant bilingue, d'après les recherches d'Oxford et de Cambridge, prouve qu'un enfant bilingue est plus sensible aux problèmes non-verbaux de communication. Il réagit mieux aux tests d'habilité cognitive. En outre, il sera meilleur en maths, il sera meilleur en physique, il sera meilleur en tout à l'école. Parce qu'il sait par lui-même déchiffrer les problèmes. Eh bien, mesdames, messieurs, je suis positif envers cette affirmation. Et j'irai même un peu plus loin. Je ne pense pas qu'il faut. Je pense plus que l'on doit. On doit donner à nos futures générations
une résolution au problème de l'anglais. L'anglais est un problème en France, et je pense que la bonne... Bonjour. Il y a environ 4,6 milliards d'années, un système solaire se forme dans une galaxie aux confins de l'univers. Cette galaxie s'appelle la Voie lactée, et ce système solaire en question, en formation, n'est nul autre que le nôtre. Au sein de ce dernier se forme une étoile qu'on nommera le Soleil. Tout autour se formeront des astres, notamment 8 planètes. Concentrons-nous sur la troisième à partir du Soleil, la Terre. Elle possède quelque chose de spécial et unique actuellement dans l'univers, la vie. On peut se poser beaucoup de questions sur celle-ci, notamment des questions qui peuvent rester irrépondues pour l'éternité, telles que quel est le sens de la vie, pourquoi vivons-nous? Mais il y a d'autres questions où on peut répondre, et surtout, chacun peut répondre avec ses propres opinions. Par exemple, la vie est-elle une fête? Pour moi, c'est un oui. Pourquoi? Tout d'abord parce que je l'ai dit, mais surtout, qu'est-ce qu'une fête? La définition la plus simple et la plus neutre, c'est un événement où l'on célèbre quelque chose. La définition la plus simple. Qu'est-ce que l'on peut célébrer? Tout d'abord, rassemblons la vie et la fête. On commence la vie par quand on est, on fête cet événement. Donc la vie commence déjà par une fête. On peut ensuite célébrer les premiers mots, les premiers pas, ou d'autres choses, les anniversaires, les diplômes, les permis, les fiançailles, les mariages, ou même quand on gagne un truc, une voiture ou l'euro-million, espérons que je gagne demain. Mais il y a d'autres petites choses que l'on célèbre tous au quotidien. Tous, tout le monde là, moi y compris. Nous célébrons des choses au quotidien qui ont une petite importance, mais avec le nombre, ça a une grande importance. Par exemple, ça peut être réussir un gâteau, ne pas mettre de coquille dans ses œufs, ça j'y arrive pas trop, ou se réveiller de bonne humeur, réussir un défi, faire un concours d'éloquence. Mais en plus de tout cela, il y a quelque chose que l'on cherche tous, c'est le bonheur, et toutes ces petites choses y contribuent. Et chaque chose, on les fête. Il peut y avoir un but derrière, comme, évidemment, comme j'ai dit, célébrer un mariage, ou juste passer un moment, avec ses potes. Je n'arrivais pas à le dire mot ami, maintenant j'ai dit. Compliqué le bégaiement. Mais en plus de tout ça, la chose la plus importante, c'est de s'amuser. Et quand on fait une fête, le but c'est de s'amuser. On peut la foirer la fête, mais le plus important c'est quand même de s'amuser. On peut prendre ça avec le sourire. Je foiré. Mais il y en a qui rigolent, c'est rigolo. Mais aussi, l'une des choses les plus importantes, en plus de s'amuser, c'est de s'assumer et d'être qui on est. Et la plus grande chaîne de fast-food du monde a un célèbre slogan qui est « Venez comme vous êtes ». Et ça, j'aime bien, car n'oublions pas, la vie est une fête. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Cette phrase, que dis-je, cette abnégation, nous l'avons tous entendue, peut-être même prononcée, dans un soupir empreint de nostalgie, répandant partout le mythe du paradis perdu. Nous l'utilisons si souvent que certains en perdent la signification, comme si cela était devenu un hymne. Cette hymne française, liée à notre culture révolutionnaire, et surtout râleuse pour un rien. C'était mieux avant. Mais avant qui? Avant quoi? Quelle est la temporalité de cet avant? Cet avant, c'était il y a 2 secondes, hier, avant-hier, il y a 20 ans, il y a 40 ans, plus? Si vous cherchez cette tendance à la nostalgie, ce passéisme sans fin, vous vous rendrez vite compte que chaque génération en était pourvue.
chaque génération a dit « c'était mieux avant ». Écoutez ceci. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises habitudes, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour les anciens. À notre époque, les enfants sont des tyrans. L'on pourrait croire cette phrase tirée d'un mauvais commentaire sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Perdu. Elle aurait été écrite par Socrate il y a 2500 ans. Dans les années 60, Aznavour, il nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il nous parle d'un temps qu'il regrette. Or, 20 ans avant, c'était le début des années 40, en pleine guerre mondiale. Des milliers de morts, des milliers de familles endeuillées, des nations affligées. Alors, pourquoi certains comme Aznavour idéalisent ce XXe siècle, alors qu'il est le plus entaché d'horreur qu'il n'est marqué de réjouissance? Une partie de la réponse se trouve dans la manière qu'a notre esprit de traiter les informations. Il doit en traiter tellement qu'il n'est pas capable de tout retenir. Alors, nous retenons ce qui nous plaît, le bon comme le mauvais. Mais avons-le nous préférons rappeler les bons moments plutôt que les mauvais, nos succès plutôt que nos échecs. Alors, on idéalise le passé, en réfutant le futur qui nous est inconnu. Trop de dangers en vue. Le « c'était mieux avant » nous replonge dans le passé avec nostalgie, telle une Madeleine de Proust, nous faisant oublier le reste. Le monde a des torts, mais une chose est certaine, le temps d'avant n'est pas mieux que maintenant. Le monde progresse dans tous les domaines. Moins de violence, plus d'éducation, plus de santé, plus de démocratie, plus d'empathie. Alors c'est vrai, les progrès sont parfois irréguliers, incomplets, discontinus, mal répartis, selon les moments ou les régions du monde. Mais gardons une chose en tête. Face au progrès, demain sera toujours mieux qu'hier. Merci. Messieurs, dames, membres du jury, monsieur Carlier, mesdames et messieurs présents ici, bonsoir. Les diplômes sont faits pour les gens qui n'ont pas de talent. Vous n'avez pas de talent? Vous avez du talent, excusez-moi. Vous emmerdez pas à passer le bac. C'est pas de moi, c'est de Pierre Desproges. Et si Desproges avait raison? Et si les diplômes n'étaient pas nécessaires pour réussir sa vie? Tout d'abord, qu'est-ce que réussir sa vie? Dans la pensée commune, réussir sa vie, c'est avoir du pouvoir, être heureux, laisser son nom dans l'histoire ou avoir un salaire généreux. Si gagner de l'argent, c'est réussir sa vie, alors les années de formation facilitent la tâche. En effet, de nombreuses formations amènent à des postes à responsabilité où le salaire annuel est souvent élevé. En moyenne, 37 000 € par an pour un cadre contre 24 000 pour un technicien. Les examens sont donc une garantie financière indéniable. Certains métiers sont aussi réservés à des personnes ayant étudié, ayant reçu une grande formation. Un neurochirurgien, par exemple, ne peut pas apprendre sur le tas, pour des raisons pratiques évidentes. D'autres postes, historiques, eux, requièrent un certain niveau de connaissance. Si l'on prend les présidents de la 3e, 4e et 5e République, tous avaient, ont et auront des diplômes. Rappelons que l'inverse n'est pas vrai, tous les diplômés ne sont pas présidents, et quand je vois la tête de certains, heureusement. Si réussir sa vie, c'est simplement être heureux, seul ou avec sa famille, les études sont aussi un facteur de réussite. Selon une étude de l'INSEE, 80% des cadres sont en couple, contre à peine 73% chez les ouvriers et les artisans. Dans l'ensemble, les personnes exerçant des métiers à responsabilité sont aussi moins confrontées au suicide. Suicide qui touche près 3 fois plus les ouvriers que les cadres. Cependant, les diplômes et les formations ne font pas tout. Derrière un diplôme, il y a un homme, une femme, avec ses qualités et ses faiblesses, avec ses valeurs, ses sentiments et ses idéologies.
De nombreuses personnes ont réussi professionnellement sans avoir recours à des petites ou grandes écoles, surtout parmi les grands entrepreneurs des places financières. En Amérique, l'États-Unien Steve Jobs, le créateur d'Apple, est mort milliardaire sans avoir aucun certificat sur son CV. D'autres sont aussi devenus immensément célèbres, sans avoir aucun grand enseignement. Zidane, Omar Sy, Johnny Hallyday, pour n'en citer que 3. Plus localement, nous connaissons tous un artisan passionné, qui est maintenant plein aux as, car son talent inné et son sérieux est mis en avant dans son entreprise. Le bagou, le charisme et la proximité font aussi déplacer des montagnes. En bref, nous pouvons être aucunement diplômés et avoir réussi sa vie, car réussir sa vie, c'est n'avoir aucun regret sur son lit de mort. À titre personnel, j'accorde une grande importance au système scolaire, car le fait d'étudier est un ascenseur social sans précédent, et c'est un fait implacable. Si je prends mon histoire familiale, c'est le cas. Mon arrière-grand-père était illettré et analphabète. Ma grand-mère, elle, a arrêté l'école à 12 ans et pour partir travailler dans la ferme familiale, à son plus grand regret. Ma mère a pu faire dans les années 80 un BTS en secrétariat, et enfin, mes frères et moi avons ou aspirons à des Bac+3. Pour ma famille, comme je pense pour bon nombre d'entre vous, les diplômes ont été une motivation et un fantastique outil pour évoluer en société. Les diplômes et les formations, c'est comme une étiquette, une ligne sur un passeport, une référence sur une carte d'identité, une histoire pour la vie. Quand vous arrivez à une soirée, il y a toujours cette phrase « Tu fais quoi dans la vie ?» Et en fonction de l'âge, elle est suppléée d'une seconde ou d'une troisième, telle « T'es dans quelle école? C'est quoi ta formation ?» Comme si le diplôme faisait l'individu, et l'individu n'avait pas ses convictions, ses savoirs et ses choix de vie. Alors oui, pour moi, les diplômes sont nécessaires pour réussir sa vie. Parfois, ils sont nécessaires en totalité, et parfois à une échelle plus minime. Mais ce qui est sûr, et cela par nos histoires communes, c'est que les diplômes aident la vie des futures générations, générations qui nous succéderont et feront la force de demain. Merci. Bonsoir à tous. Je vois que le public est vivant. Hein. J'en ai peur. Hein. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet existentiel. Il s'agit du travail essentiel pour vivre heureux. Étonnant, hein? Eh bien, je vais commencer par définir le travail. Le travail vient du latin tripalium, qui signifie instrument de torture. Il est composé de pieux. Le travail est historiquement associé à la souffrance, à la douleur. C'est ça, hein, c'est la douleur. Hein. Mais le travail a évolué et aujourd'hui, le travail est une activité humaine rémunératrice. Eh bien, quand on pose la question de savoir de quelle manière le travail rend-il heureux, il me semble logique de pointer du doigt une forme de masochisme. Mais gardons-nous de conclusions hâtives, incongrues et allons au-delà de ces significations parcellaires pour comprendre la réalité induite par le travail et sa participation au bonheur. Admettons que le travail peut être pénible, douloureux, source de souffrance. Oui, l'homme moderne est aliéné par son travail. Ces derniers doivent vendre leur seule force, qui est la force du travail. Le travail grappille notre liberté, notre temps, car Dieu sait bien combien de choses nous serions capables de faire si nous n'avions pas à nous lever le matin avec cette obligation invisible mais réelle d'aller travailler. Bon, cela étant, regardons maintenant de près cette question du bonheur. Je vais définir le bonheur, hein, bien évidemment, je ne la connais pas. On peut définir le bonheur comme étant un état durable de plénitude, de satisfaction agréable et équilibrée de l'esprit. C'est long, hein? Pourquoi l'homme travaille-t-il? Y a-t-il des étudiants en génie mécanique ici? Merci d'abord pour le titre. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez ressenti après le travail fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous étiez heureux, non? Oui, c'est bon. C'est bon.
Merci quand même. Tout a une raison d'être. L'homme est comme une voiture. Une voiture sans une pièce ne peut pas marcher. On a besoin d'un volant. Ah, moi je ne sais pas conduire, donc on y va. Voltaire disait autrefois, le travail est loin de 3 grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. C'est vrai, hein? En effet, le travail est un moyen de subvenir à nos besoins primaires et secondaires. Il participe à créer en l'homme le sentiment de satisfaction. Le travail permet également à l'homme de s'intégrer à la société. Or, nous savons que l'homme est un animal social, oui. Et d'ailleurs, il n'est pas fortuit si souvent, dans nos discussions, on commence toujours par... Alors, honnêtement, l'homme serait-il heureux s'il n'avait plus besoin de travailler, que tout lui était servi sans qu'il n'ait la peine de demander? Car oui, en effet, prendre soin de formuler sa demande en vue d'obtenir ce que l'on veut est un travail. D'après Kant, l'homme se dicterait librement le travail, il en aurait besoin pour se libérer de la nature qui est en lui. Pourquoi le travail est-il important, si essentiel à notre bonheur? C'est parce qu'il nous permet de nous réaliser, de nous accomplir. Et l'on sait très bien que quand on a l'accomplissement dans sa vie, on est heureux. Le sens commun pourrait supposer que le travail empêche d'être humain puisque cela réduit la liberté. Oui, hein, on a même mal au dos. Selon les actifs français, 72% disent que le travail permet effectivement de se sentir heureux. De manière générale, ils sont aussi 44% à se rendre chaque jour avec plaisir au travail. Mais pourquoi le travail les rend heureux? C'est une très très belle question. Il procure la stabilité financière. Qui étudie ici pour ne pas avoir l'argent? Qui lève la main? Ah, il y a personne. Pour finir, Confucius. Il y a quelqu'un qui a dit un proverbe de Confucius. Elle est là. Ah, merci. Mais je vais le répéter quand même. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. Monsieur Carlier, vous aimez votre travail? Oui, oui. Et vous, oui, cela signifie que l'homme passionné par son travail fait ce pourquoi il s'est fait sans avoir le sentiment de travailler. Il a trouvé sa voie, c'est-à-dire le moyen de son épanouissement personnel, s'il vous plaît. Il fait ce qu'il aime sans s'efforcer ni se raisonner à aimer ce qu'il fait. Car l'homme épanoui est un homme heureux. En effet, le travail est une activité qui induit de suivre des règles, et ces règles permettent à l'être humain de se libérer de la nature qui réside en lui, c'est-à-dire de se civiliser. Pour finir, j'ai une petite histoire. Hier matin, en me levant, j'ai appelé mon frère qui est présent. J'ai dit ça, comment est-ce que je veux parler devant le public? Il m'a dit non, vas-y, appelle un oncle à nous, il est député, il est avocat, il va t'expliquer. Je pose la question à cet oncle, tonton Fiston, c'est quoi le travail pour vous? Il me dit, le travail c'est tout pour lui. Lui, il est avocat, il me dit, lui, il conçoit mal de se voir assis dans un bureau en train de réfléchir. Il dit, pour lui, le bonheur, c'est quand il est devant toute une foule en train de plaider une cause. Merci. Ma folle jeunesse, c'est le nom que j'ai donné aux années dans lesquelles j'ai grandi. Étant plus jeune, j'ai grandi en milieu urbain. J'avais énormément de copains. On s'amusait beaucoup. On allait à la piscine. On jouait au football, au basketball. J'avais un peu touché un peu le bonheur parce qu'on s'amusait énormément. On faisait des bêtises aussi parce que quand on est jeune,
Tout le monde a fait des bêtises. Qui n'a jamais vécu ça? Moi. Parce qu'au final, j'ai déménagé et je me suis retrouvé dans une campagne. Et ces souvenirs sont le seul truc de bonheur qui me reste à peu près. Parce que quand je suis arrivé en campagne, j'ai commencé à me faire harceler. Je n'avais plus de copains, j'étais tout seul. C'est la chose la plus dure qui pouvait arriver à un enfant qui n'avait rien demandé. Et donc, c'est aussi très peu sécurisant d'être en campagne parce que, imaginez en France, il y a 150 000 policiers qui travaillent dans la police nationale et seulement 20 000 chez les municipaux. Alors imaginez, vous partez en soirée, voir des amis, vous mangez chez eux, vous habitez dans une petite campagne. En service de nuit, on va me dire, allez, qu'il y a un quart des policiers municipaux qui travaillent, ce qui est énorme, parce que je pense qu'il y en a beaucoup moins. Donc ça fait plus que 5 000. 5 000 policiers qui peuvent surveiller votre maison, sauf qu'on parle de toute la France. Donc forcément, vous rentrez, vous retrouvez votre maison sans dessus-dessous. Tous vos photos de valeur sentimentale, des bijoux, par exemple une montre qui appartenait à votre grand-père ou des choses comme ça qui ont une très grosse valeur à vos yeux, tout a été dérobé. Et puis, il n'y a pas que ça qui est aussi dangereux. Les routes sont très très dangereuses en campagne. Par exemple, il y a 3000 accidents mortels en France sur les routes. 90% de ces accidents mortels sont sur des routes de campagne. Et seulement 10% sont en ville. Donc vous imaginez, ça fait 2700 morts en route de campagne. Alors imaginez encore une fois, vous avez un fils, un frère, un copain, une sœur, qui part en soirée, qui fait la fête. Et vous attendez son retour, il ne revient pas. On vous appelle et on vous dit « Votre fils, votre neveu, votre cousin est décédé. » Imaginez un peu. C'est ce qui m'est arrivé, personnellement. Et ça a été très compliqué pour moi. Donc au final, pour moi, vivre dans un milieu urbain a été beaucoup mieux que vivre en espace rural. Et c'est ma folle jeunesse qui vous le dit. Merci. Mesdames, Messieurs, je vais commencer par vous poser un dilemme. Vous voyez, imaginez, vous avez un frère. Vous avez partagé ses 16 ans à l'élever, grandir à ses côtés, vous chamailler, disputer et autres, avec quelques moments de joie, certes. Et votre meilleur ami, que vous connaissez depuis le jardin d'enfants, vous l'avez choisi, il vous a suivi, vous vous êtes entraidés, certes disputés, réconciliés et autres, et je vous demande de sacrifier l'un des deux pour préserver la vie de l'autre. Qui choisiriez-vous? Certes, la question peut paraître difficile et horrible, mais personnellement, j'y ai une moule bien réfléchie et je sacrifierai mon frère. Cela peut paraître horrible, certes, mais mon meilleur ami, je l'ai choisi, et je fais référence à un certain adage que vous avez sûrement entendu. La famille nous est imposée là où on choisit ses amis. Et mon meilleur ami, je l'ai choisi, il est comme un frère pour moi, et très clairement, je ne regretterai jamais, réellement, de sacrifier mon frère pour lui. Après, il y a autre chose aussi que j'aimerais vous dire, c'est que la famille est certes imposée, mais il y en a une autre que l'on choisit, que l'on se fait au fil de notre existence, de nos rencontres et des échanges que l'on va faire. C'est les amis. Les amis sont une seconde famille, celle qui va vous accompagner, vous guider, même vous rationner de temps en temps. À titre d'exemple personnel, j'ai grandi sans père. Mes parents étant séparés, ça a été très dur d'avoir une figure paternelle. C'est là que, certes, en pleine crise d'adolescence, j'ai rencontré un ami. Il m'a beaucoup aidé, m'a accueilli chez lui pendant des périodes de Covid, et j'ai su retrouver en lui une figure paternelle. Il a su me guider, m'aiguiller, me faire prendre les bons choix au bon moment. Et cet ami, je ne le remercierai jamais assez pour ce père que j'ai eu en lui. Après, il y a beaucoup d'autres choses que l'on peut faire avec les amis que l'on ne pourra jamais faire avec la famille. Par exemple, déconner. Très clairement, je sais que mon humour est très noir, et je ne pourrai jamais le partager avec ma famille. C'est une facette de moi qu'elle ignore encore,
Or, je sais qu'avec mes amis, je peux rigoler vraiment de tout. Et c'est très important pour moi de rigoler parce que la vie est une immense blague, alors autant en rire. Ensuite, pour ce qui est de la famille, c'est difficile de savoir aimer sa famille parce qu'elle nous est imposée. Moult profils peuvent être vraiment dans une famille. Je suis ce que l'on pourrait appeler un ange, réellement, là où mes frères et sœurs seraient des démons. Car je suis quelqu'un de très calme, très posé, qui reste toujours dans son coin. Alors que les petits démons que j'avais avec moi étaient toujours turbulents, très agités, et venaient sonner à ma porte trop souvent, à mon goût. Bien évidemment, étant le grand frère, l'aîné, je me devais de les accompagner pour éviter qu'ils se fassent mal, qu'ils se blessent et que mes parents s'en prennent à moi. Car t'es plus grand, t'as la responsabilité. Merci beaucoup. Ah non mais, excusez-moi pour le pléonasme, mais c'était pas la fin. C'était un remerciement à mes très chers parents. Excusez-moi. Sinon, à part ça, en soi, les amis sont certes une famille que l'on choisit, mais ils resteront toujours plus importants que la famille. C'est pour ça que vous vous êtes trompé, parce qu'à la base, je répondais par l'affirmative, monsieur. Bref. En soi, certes, vous avez une famille, vous pouvez l'aimer, elle pourra vous aimer en retour. D'ailleurs, c'est le rôle de vos parents. S'ils ne l'ont pas fait, ben, honte à eux. Je ne peux dire que ça. Je ne suis pas à leur place. Certes, ça peut être difficile. J'ai ma famille, je l'aime, un tant soit peu. Et mes amis seront là pour ma vie. S'ils me quittent un jour, je ne leur en voudrais pas. Parce que je n'attends d'eux qu'ils soient là, certes pas pour la vie, mais pour un certain temps. Et j'espère que ce temps durera indéfiniment. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais aborder avec vous la question suivante. Est-il vrai que toutes les bonnes choses ont une fin? Voilà une question fort intéressante de par son aspect plutôt philosophique. Mais d'abord, je vais vous rappeler la définition du bonheur. Le bonheur est un état émotionnel, agréable, équilibré et durable, dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Le bonheur est donc quelque chose d'immatériel et d'inquantifiable. Pouvant apparaître comme dépendant des moments ou actions se situant dans le temps et dans des milieux particuliers. Je vais m'expliquer. Car comme aucun repas n'est éternel, ou comme aucun film ne dure assez longtemps pour rassasier notre soif de bonheur, il faut situer le bonheur dans le temps. Qu'elles soient communes ou personnelles, les bonnes choses peuvent faire partie du moment ou du bonheur d'un être... Les bonnes choses prennent forme à partir du moment où le bonheur d'un individu naît. Les événements communs ou individuels influent de manière naturelle quant à la durée des bonnes choses. Allant d'une bière entre amis, qui ne va pas durer plus de 10 minutes, jusqu'à tout simplement la vie en elle-même, qui est assez longue, ce proverbe est omniprésent dans les conversations nostalgiques, notamment accompagné des fameux « mais c'était mieux avant » ou alors « mais où va le monde, je vous le demande ». Car si pour certains, les bons moments de leur vie s'arrêtent après les années 90, pour nous, les nouvelles générations, c'est le début de nos belles époques, de nos bons moments à nous. Mais il ne faut pas oublier que si les bonnes choses ont une fin, c'est bien malheureusement pour laisser place à d'autres moments qui le sont moins. Mais comme le dit si bien Alfred dans le film Batman Begins, pourquoi tombons-nous, monsieur? C'est pour mieux apprendre à nous relever. Car si l'échec nous oblige à revenir plus fort et à nous imposer des moments difficiles, c'est pour nous donner l'occasion, une occasion en or, de revenir plus fort, car il est bon de se sentir bon, il est bon de se sentir exister. Rappelons une chose, si aucun moment ne dure éternellement, la vie n'est que renouvellement d'expériences qui se renouvellent sans cesse. Que nous passions de bons ou de mauvais jours, il est important de rappeler que les actions que nous faisons influent sur le bienfait de chacun. Car comme le dit le proverbe, les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles,
Les temps faciles créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. Voilà qui nous rappelle que la vie n'est qu'un renouvellement perpétuel d'expériences, bonnes, mauvaises, qui se multiplient au fil de notre existence et qui nous définissent. Le seul moyen donc que les bonnes choses arrêtent de prendre fin dans notre vie serait donc d'arrêter le temps lui-même. Comme vous le savez aussi bien que moi, c'est impossible. De la même manière que nous regrettons tous nos tendres années d'enfance lorsque nous avions encore des rêves plein les yeux. Les bonnes choses se caractérisent également en fonction d'un individu. Car un événement peut être considéré comme une bonne chose chez certains, mais peut être mal vu, voire même néfaste, chez un autre individu. Les bonnes choses seraient-elles donc dans nos esprits et non dans la pensée collective? Car aucun individu n'a la même façon de penser et chaque individu est différent. De cette manière, nous pourrons donc en conclure que le bonheur, bien qu'éphémère et omniprésent dans les étapes de nos vies, il est donc bien normal qu'il se renouvelle. Et si je devais résumer ma parole en quelques mots, je dirais que c'est comparable à ce magnifique concours d'éloquence, car comme vous le voyez, messieurs, toutes les bonnes choses ont une fin.